Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles sur Monaco Info. Voici les grands titres que nous développerons dans cette édition. Avec cette conférence de presse donnée aujourd'hui par le directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, une conférence de presse qui était très attendue par les parents d'élèves pour connaître les modalités de la rentrée scolaire avec en toile de fond la crise sanitaire. Isabelle Bonal sera notre première invitée. Nous vous donnerons aussi quelques petites astuces pour gérer l'éprouvante épreuve de la course aux fournitures scolaires. Dans cette édition toujours, le communiqué publié aujourd'hui par les élus du Conseil national pour demander notamment que l'on redimensionne la capacité de test PCR à Monaco. Stéphane Valéry, le président du Conseil national, nous expliquera les raisons de ce cri d'alarme. La signature d'un accord est intervenue entre la direction de Monacair et les représentants du personnel. Et puis nous évoquerons la gestion de crise à la Single Boy Moorings après la détection de 2 cas positifs chez les employés du site monégasque du groupe. Mais l'information principale de ce journal, c'est la prise de fonction aujourd'hui de Pierre Dartout. Il succède à Serge Tell à la tête du gouvernement princier. Un moment très solennel, Pierre Dartout a prêté serment en fin de matinée au palais devant le prince Albert II. Il a ensuite été reçu en audience privée par le souverain qui lui a remis la traditionnelle feuille de route. Il avait auparavant partagé dans la matinée un petit déjeuner avec les conseillers de gouvernement. Pierre Dartout était en poste à Marseille depuis 2 ans et demi avant de rejoindre la principauté. Alexandra Pani. Bonsoir Patricia, tout à fait. Le nouveau ministre d'État de la Principauté est un habitué de la région Sud-Est puisqu'il était depuis 2017 préfet de la région PACA et préfet des Bouches-du-Rhône. Je reviens brièvement sur son parcours de haut fonctionnaire français. Originaire de Limoges, il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'ENA en 1980, promotion Voltaire, tout comme l'ancien président François Hollande ou encore Dominique de Villepin. Pierre Dartout a une longue carrière de préfet de département et de région. Il a occupé ses fonctions à une dizaine de reprises. Il a également été directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale sous Bernard Accoyer de 2007 à 2008 et délégué interministériel de 2008 à 2010. C'est à l'âge de 66 ans qu'il est choisi par le prince Albert II pour être le nouveau ministre d'État de la Principauté. Nous l'avons vu en image, une première journée chargée pour le nouveau ministre d'État à l'image de son agenda pour les prochains jours. Effectivement, Patricia, cette prestation de serment lui permet d'être installé officiellement en tant que nouveau chef de gouvernement et de présider dès demain matin son premier conseil aux côtés des conseillers ministres. Cette prestation de serment était l'occasion pour le prince souverain de délivrer à son nouveau ministre d'État une feuille de route des grands axes qui lui assignent 3 grands axes précisément, la poursuite d'un développement le plus durable possible. On connaît l'implication du prince souverain dans le domaine de l'environnement. Cela restera une priorité pour la principauté. La consolidation de la sécurisation de la principauté et enfin la mise en œuvre d'une politique de reprise tenant compte de la situation internationale. Des lignes directrices qui conduiront l'action de Pierre Dartout à la tête du gouvernement. Arrivé en fin de semaine dernière, le nouveau ministre d'État démarra rapidement une grande tournée officielle d'entretien avec les différentes personnalités institutionnelles, religieuses, politiques et civiles de la principauté. Des visites sur le terrain qui lui permettront de prendre la mesure des différents dossiers en cours. Première sortie publique pour Pierre Dartout dès ce jeudi à l'occasion des cérémonies de commémoration de la libération de Monaco. Et la semaine prochaine débutera avec une visite d'établissement scolaire lors de la rentrée des classes. La grande rentrée donc du nouveau ministre d'État aujourd'hui et dans moins de 7 jours maintenant, ce sont les élèves de Monaco qui reprendront le chemin de l'école. Une rentrée 2020 qui suscite de nombreuses questions, notamment chez les parents d'élèves qui se demandent comment va s'organiser cette reprise sous fond de Covid. Pour répondre à ces interrogations et pour nous présenter les grandes lignes de la rentrée 2020-2021, le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports est notre invité. Isabelle Bonal, bonsoir. Bonsoir Patricia. La première partie de cet entretien portera bien évidemment sur la façon dont vous avez dû vous adapter au contexte sanitaire, mais vous tenez à le souligner, c'est une rentrée normale, sous surveillance certes. Nous allons garantir une reprise des cours dans des conditions optimales, garantir la sécurité sanitaire pour les élèves et les personnes. Donc les reprises de cours se fera
en classe entière. Dans la mesure du possible, la distanciation d'1,50 m sera respectée par les élèves. Le port du masque obligatoire pour les élèves dès la classe de CP. Entrée et sortie des élèves seront organisées sur plusieurs lieux ou échelonnés pour pas qu'il y ait d'afflux d'élèves. Oui, alors justement, le corps enseignant, dans quel état d'esprit est-il à la veille de cette rentrée un peu hors norme? Écoutez, je crois que l'année dernière, les pauvres, ils ont été beaucoup sollicités, ils ont beaucoup travaillé et ils ont dû s'adapter à une situation exceptionnelle au dernier trimestre. Donc je crois qu'ils seront beaucoup moins stressés que l'année dernière. J'espère de tout cœur que nos élèves seront en présentiel parce que rien ne peut remplacer un professeur. Et les élèves sont très attachés aux professeurs et les professeurs aussi aux élèves. Voilà. Isabelle Bonal, pour refermer ce chapitre Covid, entre guillemets, nous savons que le confinement a pu entraîner certains retards éventuels d'apprentissage. Comment allez-vous gérer cela ? Alors, il est évident qu'on a prévu des tests de positionnement en début d'année et des remises à niveau, parce qu'il ne faut quand même pas se cacher la face. Il est évident que certains élèves ont un peu décroché l'année dernière, même si c'est une minorité. Donc, il va y avoir un co-enseignement dès la rentrée entre le professeur des écoles de la classe des élèves de grande section et des professeurs des écoles détachés du CFP, c'est-à-dire du centre de formation pédagogique. Les enfants vont être testés et pourront combler leurs lacunes, s'ils en avaient, en français et en mathématiques, et bien entendu pour l'apprentissage de la lecture. Pour ce qui est du passage des élèves de CM2 en 6e, là aussi c'est un grand choc, il y aura des tests de positionnement et des dispositifs réussites pour tous les élèves qui seront mis en place dès la rentrée. Voilà pour le dossier Covid. C'est une rentrée donc que vous souhaitez normale, mais il y a un grand changement cette année. Avec le baccalauréat nouvelle version en juin, pouvez-vous nous en rappeler les modalités ? En classe de première, 2 séries d'épreuves sont prévues pour la classe de première, une seule série pour la classe de terminale. Ces évaluations communes concernent tous les enseignements, sauf ceux de spécialité en terminale. Donc, pour que les parents comprennent bien, 10% de la note globale correspond au livret scolaire des classes de première et de terminale. 30% correspondent aux épreuves communes passées en première et en terminale, c'est-à-dire 40%. Et 60% correspondent aux 5 épreuves finales passées en première, ils ont passé le français à l'écrit et à l'oral. Et là, en classe de terminale, ils vont passer la philosophie, le grand oral qui est une nouveauté, et les 2 spécialités. Et là, nous aurons 60% de la note. Au-delà de ce baccalauréat nouvelle version cette année, y aura-t-il également une évolution des contenus pédagogiques, qu'il s'agisse de la filière générale ou de la filière professionnelle ? L'entrée en seconde est marquée par la famille de métiers de l'hôtellerie et de la restauration pour les filières, d'une part cuisine et commercialisation et services en restauration qui sont dispensés en principauté. C'est-à-dire qu'il y aura comme un enseignement, si je puis dire, général pour que les élèves puissent après, en classe de première, se déterminer. En classe de première, ils vont entamer la réalisation d'un chef-d'œuvre qu'ils auront à présenter à la fin de la classe de terminale. Alors, qu'est-ce que le chef-d'œuvre ? C'est un projet pluridisciplinaire, des matières générales et professionnelles. Donc, le but du chef-d'œuvre, c'est de développer la démarche de projet qui demande de définir un problème, une méthode pour le résoudre, une planification, un contrôle permanent de la qualité de ce qui a été produit. Donc en fait, on va demander aux élèves de développer des compétences recherchées dans le domaine du travail. C'est une spécificité monégasque. Vous allez valoriser encore un peu plus la langue et l'histoire de Monaco cette année ? Moi, je voulais absolument que tous les élèves qui avaient fait des acquis linguistiques puissent les réinvestir dans l'histoire de Monaco. Donc, on a prévu, dans un cadre obligatoire, de demander aux élèves de 4e de faire un EPI, c'est-à-dire un enseignement pluridisciplinaire, c'est-à-dire donc de travailler sur l'histoire de Monaco et l'identité monégasque.
Isabelle Bonal, qu'en sera-t-il des enfants qui ont des besoins particuliers, qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus renforcé? Alors là encore, vous savez que pour moi, c'est fondamental que chaque enfant trouve sa voie, que chaque enfant soit bien traité. Donc, on a décidé cette année de regrouper les classes d'AIS à la Condamine, parce que les élèves pourront à la fois suivre un enseignement de qualité auprès de professeurs spécialisés, ils pourront se rendre dans leur centre thérapeutique qui est juste à côté. Pour certains élèves d'AIS, j'envisage aussi, de temps en temps, de les placer dans des classes traditionnelles en immersion. Y aura-t-il des nouveautés dans le domaine sportif cette fois? Alors, je tiens à dire que nous maintenons toujours, et ça c'est une spécificité monégasque, je veux dire ça n'existe que chez nous ça. Donc toujours la pratique sportive intensive de 8 heures. Donc nous avons cette année 136 élèves, ça se maintient par rapport à l'année dernière. En sport élite, des élèves de grande qualité qui sont sélectionnés par le comité olympique. Nous avons 45 élèves au lieu de 30 l'année dernière. Donc cette année pour le baccalauréat, il y a des nouveautés, 2 possibilités pour les élèves concernés pour l'épreuve obligatoire. Donc maintien de l'épreuve en contrôle ponctuel. Donc ces élèves sont dispensés d'éducation physique. Ils choisissent un couple d'épreuves parmi ceux proposés sur la liste nationale. Donc ils choisissent 2 disciplines. Épreuve en contrôle continu. Les élèves obtiennent une moyenne à partir de 3 notes. C'est-à-dire qu'ils participent à 2 épreuves trimestrielles sur 3 avec le reste de la classe. Et comme il faut quand même les valoriser, il y aura une évaluation portant sur leur spécialité sportive pour laquelle ils vont obtenir une note de 20 sur 20 sans passer l'épreuve. Vous pouvez imaginer que quand on fait 20 heures d'une discipline, on est excellent. Une nouveauté, le touch rugby, c'est une variation douce du rugby qui est née en Australie dans les années 50. Donc l'avantage de cette nouvelle activité, c'est qu'elle évite tout impact physique. Un simple toucher marque les échanges et elle peut se pratiquer soit en gymnase, soit en extérieur. Je crois qu'en conclusion, vous souhaitiez lever le voile sur l'édition 2020 de la Journée internationale des droits de l'enfant. Cette année, une première, le samedi 21 novembre à 19h30 au Grimaldi Forum. J'invite les élèves, les parents, les mécènes à venir voir le film de M. Plisson, Pascal Plisson, sur Gogo. Gogo, c'est une grand-mère kenyane de 90 ans qui a retrouvé le chemin de l'école pour donner l'exemple aux jeunes générations de son village. Elle a voulu passer son certificat d'études, elle a voulu montrer à ses petites filles que l'éducation est une voie de libération et d'élévation. Je compte sur un engouement de toute la principauté pour venir voir cette femme exceptionnelle qui nous donne une sacrée leçon de vie. Rendez-vous est pris. Isabelle Bonal, merci pour ce point extrêmement complet sur les grandes lignes de la rentrée lundi prochain. Merci Patricia. Et la rentrée, il faut bien le dire, est synonyme chaque année d'un petit parcours du combattant pour les parents. C'est la course au cahier avec le bon nombre de pages, les bons carreaux, les protège-cahiers de la bonne couleur, sans oublier la mine de crayon précise. Bref, toutes les astuces sont bonnes, Frédéric Hélion, pour se sortir de ce mauvais pas. Effectivement, Patricia, la rentrée scolaire est toujours un événement pour les parents, souvent accompagné de stress, avec notamment un casse-tête à gérer, la liste de fournitures scolaires. Mais heureusement, il y a des gens pour aider à ce que tout se passe bien, notamment ici à l'Alphabet, rue de Millau. On va justement rejoindre Patricia. Bonjour. Qui va nous expliquer comment ça se passe déjà en amont. Vous êtes en contact avec les écoles, peut-être aussi les parents d'élèves pour les fameuses listes, c'est ça? Voilà, tout à fait. On va dire au mois de juin, les écoles donnent les listes scolaires aux parents. On peut les récupérer nous aussi sur le site du gouvernement. Et ensuite, on passe les commandes chez les fournisseurs, les livres arrivent, les parents nous laissent les listes, on prépare et dès que c'est prêt, ils viennent chercher. Donc il y a qui fait les livres, couverts, pas couverts, fournitures, pas fournitures. Donc voilà, cette année, nous avons fait beaucoup plus de fournitures que l'année dernière et beaucoup plus de livraisons également à domicile. Donc, je pense que les gens sont un peu prudents et n'ont pas envie, avec la Covid, d'aller au milieu de la foule, quoi. Quelles sont les petites astuces justement pour que tout se passe bien finalement?
En fait, les listes sont assez similaires entre une école et l'autre. Donc, nous, on fait arriver tout en amont, de façon à ce qu'en juin, on ait déjà la marchandise et qu'on puisse se préparer de suite les listes et que ce soit assez rapide pour les clients. Et comme ça, ils n'attendent pas trop et on a tout de suite. Et comme ça, ils rentrent en septembre tranquilles. Certains partent en vacances, ils viennent chercher et d'autres viennent de rentrer de vacances, ils préparent maintenant, mais on a tout à disposition. Donc normalement pour lundi, ça devrait être tout bon. Et depuis la mi-juin, Patricia, le magasin accueille entre 80 et 100 personnes par jour. Un gros rush est attendu pour la journée de samedi et même certains parents d'élèves viennent le lundi matin, même de la rentrée scolaire, les derniers retardataires pour prendre les dernières fournitures. Le point bison futé de Frédéric Hélion pour éviter les heures de pointe dans les rayons. C'est une journée particulièrement riche en actualité, avec la prise de fonction du nouveau ministre d'État, l'annonce des modalités de la rentrée 2020-2021, mais également ce communiqué émanant aujourd'hui du Conseil national et évoquant l'accès aux tests PCR ainsi que les rentrées économiques et scolaires. Le président du Conseil national est notre invité. Stéphane Valéry, bonsoir. Bonsoir Madame Navarro. Avant d'évoquer le contenu du communiqué publié ce jour, la forme peut-être, ne redoutez-vous pas que l'on vous taxe d'opportunisme ou de vouloir voler la vedette au nouveau ministre d'État qui a prêté serment aujourd'hui ? Vous savez, aujourd'hui, le Conseil national est tout simplement dans son rôle. Donc la rentrée est là. Les préoccupations des Monégasques et des résidents nous remontent de manière très très importante notamment depuis hier. Bien sûr, le retour des vacances scolaires, la préparation de la rentrée. Donc nous sommes dans notre rôle et chaque jour compte. Donc je verrai d'ailleurs demain le ministre d'État. Oui, vous auriez pu attendre demain et garder la primeur de ces réflexions et demande au ministre d'État ? Non, nous avons réuni hier soir donc la délégation au comité mixte du Conseil national et nous avons estimé effectivement que chaque jour compte en ce moment, puisque la rentrée des entreprises c'était hier, que la rentrée des classes c'est la semaine prochaine. Donc il faut effectivement faire parvenir au gouvernement le plus vite possible les préoccupations, les attentes légitimes des Monégasques et des résidents qui nous remontent. Et vous savez, quand le Conseil national unanime décide de communiquer, c'est qu'il faut le faire et que la situation le justifie pleinement maintenant. Et force est de constater que, au-delà des discours et des annonces successives du gouvernement, pour le moment, nous n'avons pas des moyens suffisants pour tester suffisamment et suffisamment vite la population de Monaco. Alors venons-en justement au contenu de ce communiqué. Les élus monégasques, vous l'avez dit, à l'unanimité, s'inquiètent des difficultés d'accès aux tests PCR à Monaco. C'est cela dont il s'agit. On ne peut pas se satisfaire pour Monaco de voir comme ce matin encore quand je venais au Conseil national une file d'attente interminable et des heures d'attente pour que des résidents de notre pays puissent avoir accès à un test. Vous savez, quand on rentre de vacances et qu'on va reprendre son travail ou qu'on est enseignant et qu'on va reprendre dans quelques jours son travail au sein de l'éducation nationale, on a envie pour soi-même, mais aussi pour la communauté de travail, la communauté éducative, on a envie de savoir si on ne va pas être contagieux. Je vous rappelle que c'est le meilleur moyen pour l'OMS. Que préconisez-vous ? Écoutez, aujourd'hui, par exemple, un grand pays comme la France teste 900 000 personnes par semaine. Donc jusqu'à la semaine dernière, on était à quelques 800 à peine. Un léger effort dans le laboratoire privé nous permet aujourd'hui de passer à 1 millier de tests par semaine. Il est clair qu'il faut augmenter rapidement et dans des proportions importantes cette capacité de test. C'est à notre portée. Comparons-nous non pas à des grands pays d'ailleurs qui ont des milliers de villages, et puis un demi-million de kilomètres carrés et 66 millions d'habitants. Comparons-nous à des villes. Nous sommes une ville-État. Nous sommes très urbanisés. Regardons ce que fait le maire de Nice, par exemple, qui dans sa ville... Vous demandez tout de même que l'on se base sur le modèle français, à l'instar de ce qui se fait à Nice ou Paris. Pas forcément. Il y a des villes en Europe qui font très bien, aussi bien, peut-être mieux même que des villes françaises. Nous avons de l'ambition pour Monaco. Nous avons voté 350 millions d'euros pour aider le gouvernement à faire face à la crise sanitaire, économique et sociale. Nous avons été une force de proposition dès le 19 mars. Beaucoup d'ailleurs de nos mesures, et j'en remercie le prince souverain, ont pu être prises en compte dans la politique du gouvernement grâce à sa décision, rappelez-vous, c'était le 30 mars dernier, de créer donc un comité mixte de suivi où je conduis une délégation
délégation du Conseil national. Malheureusement, le gouvernement n'a pas réuni depuis le 28 juillet ce comité mixte. Il est urgent et nous avons écrit ce matin donc, au ministre d'État pour lui demander de réunir de toute urgence ce comité mixte. Je voudrais insister sur un point qui est fondamental pour le Conseil national. Si aujourd'hui nous prenons la parole publiquement dans l'unité des élus des Monégasques, c'est évidemment pour, à notre place, aider le gouvernement à améliorer sa politique donc au profit, au bénéfice de l'ensemble de la population de la Principauté. Nous y sommes parvenus par le passé. Rappelez-vous, grâce à ce comité mixte mis en place par le prince souverain, on est parti de positions très divergentes sur la distribution massive de masques, que le gouvernement ne voyait pas peut-être à l'époque de la même manière que nous. Nous sommes arrivés dans la concertation à une politique exemplaire de distribution à toute la population de masques efficaces et gratuits. Nous devons maintenant, en travaillant de nouveau ensemble dans l'unité des institutions, arriver à faire de Monaco un pays autonome, un pays ambitieux, un pays exemplaire en matière d'accès aux tests PCR. Alors justement, pour ce qui est de la rentrée scolaire, vous souhaiteriez que l'ensemble des personnels et des élèves puissent faire l'objet d'une grande campagne de tests? C'est évidemment l'idéal. Nous avons des enseignants, des parents d'élèves qui nous contactent. Ce qui est souhaitable, évidemment, serait de tester le plus massivement possible avant la rentrée scolaire pour éviter justement que certains malades asymptomatiques, bien évidemment sans savoir qu'eux-mêmes sont porteurs du virus, peuvent effectivement l'être en reprenant le boulot. Tout à fait. Il y a un autre aspect dans ce communiqué publié aujourd'hui par le Conseil national, c'est l'aspect économique. Vous allez être particulièrement attentif à la situation des acteurs économiques de Monaco dans ce contexte. Oui, lors de la prochaine réunion, dont je sais déjà que le ministre d'État, bien sûr, accepte de l'organiser. Peut-être d'ailleurs va-t-on profiter de la commission plénière d'études la semaine prochaine, c'est mardi prochain, qui est consacrée à l'examen du futur budget, du deuxième budget rectificatif de l'État pour l'année 2020. On va en profiter sans doute tous ensemble avec l'ensemble du gouvernement et des élus pour faire un point sur la situation sanitaire, économique et sociale. Vous savez, on a beaucoup d'ambition pour la Principauté. Nous voulons en tous les points que Monaco soit un modèle de pays, et nous en avons les moyens. Il faut aussi que le gouvernement anticipe et que le gouvernement mette en œuvre, avec les moyens économiques, budgétaires qui sont les siens, toutes les mesures nécessaires. On en aura bien besoin avec un automne, on le sait, un hiver très compliqué à gérer pour nos acteurs économiques. Stéphane Valéry, je vous remercie et je rappelle donc que le Conseil national a publié ce jour un communiqué pour alerter notamment sur les besoins actuels en matière de tests PCR à Monaco qui ne sont pas, selon vous, suffisamment dimensionnés. Merci à vous, Madame Navarro. Nous allons maintenant faire un point sur l'actualité sociale, Alexandra. On l'avait évoqué dans le courant de l'été, la société Monacair avait annoncé le 9 juillet dernier un plan social portant sur 32 salariés en raison de la baisse soudaine et importante de ses activités due à la crise sanitaire actuelle. Un accord a finalement été trouvé entre l'entreprise monégasque et les délégués du personnel. Il porte sur le versement d'une indemnité complémentaire pour chaque salarié concerné par le plan. L'accord prévoit également le maintien de 2 salariés aux opérations au sol. Des opportunités de reclassement au sein des sociétés monégasques seront proposées aux personnes touchées par ce plan. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger, va s'entretenir avec les partenaires sociaux. Oui, une réunion de travail est prévue demain à 15 h au ministère d'État pour faire un point sur les aides sociales accordées pendant cette crise sanitaire et comment vont-elles évoluer. Nous reviendrons prochainement sur ces décisions. Revenons enfin sur la fermeture exceptionnelle de la Single Boy Moorings. Oui, Patricia, nous avons reçu dans notre édition d'hier Didier Bénet, le directeur du site monégasque, après l'annonce de 2 cas confirmés positifs à la Covid-19. La direction avait pris la décision de fermer les différents sites pour une durée d'1 semaine, le temps de désinfecter l'ensemble des locaux. La réouverture est prévue pour ce jeudi. Pour l'heure, aucun autre cas n'a été révélé. Ils sont, eux, dans les starting blocks. Les basketteurs monégasques vont enfin pouvoir disputer un match, même s'il n'est qu'amical. Reportage. Après 15 jours de stage à Bormio, la fameuse préparation d'avant-saison, presque la phase la plus importante de l'année où les joueurs apprennent à se connaître sur et en dehors du terrain, la Roca Team est de retour à la salle Gaston-Médecin. En point de mire, un premier match amical mardi soir à Antibes.
We don't have old players in 2 weeks. We have some new guys like Stimats come, like only I think 3 or 4 practice with the team. Daryl is, Willis is late, and but it's very important now to play more friendly games as possible, and to see how his team look like. Like you say, practice on one way, friendly games on one way, championship on the third way. You have 3 different levels of the games in practice. Okay, it will be very interesting for me too to see how it looks like on the court. Une première rencontre amicale importante pour le coach, mais aussi pour les joueurs qui ont hâte de retrouver la compétition après de longs mois sans match. Ça fait du bien, surtout que ça fait, comme on a dit, ça fait 5 mois qu'on n'a pas joué, donc jouer dans une salle avec des arbitres à haut niveau, ça fait du bien. Donc je pense que ça va être un peu brouillon, parce que bon, ça fait 5 mois qu'on n'a pas joué, mais on est quand même très focus sur la rencontre de demain. Et on va essayer de faire un bon match. Le but déjà, c'est de ne pas se blesser, déjà, pour commencer, et surtout de faire ce que le coach demande. Donc là, ça va être agressif sur un cible, défendre tout terrain, et puis en attaque, partager le ballon, tout simplement. Cela fait 175 jours que la Roca Team n'a pas disputé un match de basket. Une coupure très longue, effectivement. Nous retrouvons Alexandra Pani pour les prévisions météo pour la journée de demain. Patricia, la journée de mercredi sera plutôt agréable. Le soleil sera présent sur une large partie de la matinée. Il faudra prévoir quelques passages nuageux dans l'après-midi. Le thermomètre oscillera entre 17 et 22 degrés. Le soleil se lèvera à 6h54 et se couchera à 20h05. Et nous fêterons l'Ingrid. C'est noté. Nous allons refermer ce journal avec ces photos de la première journée de Pierre Dartout, le nouveau ministre d'État de Monaco. Je vous rappelle qu'il a prêté serment au Palais Princier en fin de matinée et qu'il présidera mercredi son premier conseil de gouvernement. Nous nous retrouvons demain à 19h sur Monaco Info. Très belle soirée à tous.